J'avais rêvé de ce jour depuis ma plus tendre enfance, marcher vers l'autel dans une magnifique robe blanche, me sentir rayonnante et aimée. Mais alors que je me tenais devant le miroir fissuré dans la maison familiale de mon fiancé Mathieu, tenant la vieille robe de mariée jaunie de sa mère, mon cœur se serra. Le tissu était taché, déchiré à l'ourlet, et sentait légèrement le moisi. Cette maison près de Saint-Malo, avec ses murs en pierre et son odeur de sel marin, avait toujours eu quelque chose d'oppressant pour moi. Je posai délicatement la robe sur le lit et me tournai vers Mathieu. « Je ne peux pas porter ça, murmurai-je, la voix tremblante. Les yeux de Mathieu s'assombrirent instantanément. Sa mâchoire se crispa, et il fit un pas en avant. « Comment oses-tu » siffla-t-il. « Ma mère a porté cette robe le jour de son mariage. Tu devrais être honoré. » J'essayai de raisonner avec lui, expliquant que j'avais déjà choisi ma robe, une création simple mais élégante que j'avais trouvée dans une petite boutique à Rennes, comment elle signifiait quelque chose pour moi. Mais le visage de Mathieu se tordit de fureur. « Céline, tu es vraiment ingrate, dit-il d'une voix glaciale que je ne lui connaissais pas, après tout ce que ma famille a fait pour toi. » Je reculai d'un pas, surprise par son ton. Nous nous étions rencontrés il y a 2 ans dans un café près de la place de la mairie. Mathieu, avec ses cheveux châtains et son sourire charmeur, m'avait abordé alors que je lisais Camus. Il était professeur d'histoire au lycée local, cultivé et attentionné. Du moins, c'est ce que je croyais. Nos premiers mois ensemble avaient été comme un rêve, des promenades le long des remparts face à la mer, des dîners aux chandelles dans de petits restaurants du Vieux-Port, des week-ends à explorer les villages pittoresques de la côte bretonne. Sa mère, Madame Moreau, se tenait à proximité, les bras croisés, les yeux brillants de malice. Grande, mince, toujours impeccablement habillée, elle n'avait jamais caché son mépris pour moi, la simple fleuriste de province que son fils avait ramenée à la maison. « Mathieu, dit-elle d'une voix doucereuse, je t'avais bien dit qu'elle n'était pas assez bien pour notre famille. Regarde comme elle rejette nos traditions. » Je me sentis piégée entre ces 2 personnes qui me regardaient comme si j'étais une étrangère. Comment en étions-nous arrivés là? Les murs de cette vieille maison familiale semblaient se refermer sur moi. Je n'avais jamais imaginé que l'amour pouvait se transformer en cela, cette attente de soumission, cette domination silencieuse qui s'était installée peu à peu. « J'ai déjà ma robe » répétai-je, essayant de garder une voix calme malgré la peur qui montait en moi. « C'est important pour moi aussi d'avoir quelque chose qui me représente. »« Qui te représente » cracha Madame Moreau. « Une simple fille de rien ? Une orpheline sans nom ni fortune ? C'est nous qui te donnons une identité en t'acceptant dans notre famille. » Ces mots me frappèrent comme des gifles. Oui, j'avais perdu mes parents jeunes et avais été élevée par ma grand-mère dans un petit village près de Dinan. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais j'avais toujours été fière de mes racines, de ce que ma grand-mère m'avait enseigné, la valeur du travail, de l'honnêteté, et un certain savoir qu'elle m'avait transmis en secret, un héritage bien plus ancien que les blasons et les titres dont les Moreau étaient si fiers. Le visage de Mathieu changea, devenant méconnaissable. Ce n'était plus l'homme que j'avais aimé. « Tu vas porter cette robe, dit-il, sa voix devenant dangereusement basse. Tu vas honorer ma famille comme il se doit. » Je reculai encore, sentant la tension dans la pièce s'épaissir. Une bourrasque de vent fit claquer les volets, comme si la maison elle-même réagissait à la tension. « Non, dis-je fermement, trouvant une force que je ne savais pas posséder. Je ne porterai pas cette robe. Et je commence à me demander si je devrais même t'épouser. » Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent de stupeur, puis se rétrécirent de rage. Sa mère laissa échapper un rire aigu, presque triomphant. « Tu vois, mon fils ? Je te l'avais dit. Ces filles des campagnes, elles te séduisent puis te trahissent. Elle n'a jamais été digne de toi. » Je tentai de me diriger vers la porte, mais Mathieu me bloqua le passage. Son corps massif, que j'avais autrefois trouvé rassurant, me semblait maintenant menaçant. « Tu ne pars pas, gronda-t-il. Pas avant d'avoir compris ta place. » C'est alors que je réalisai mon erreur. J'avais vu les signes, sa façon de contrôler subtilement mes choix, de critiquer mes amis, de m'isoler peu à peu. Mais je les avais ignorés, pensant que c'était le prix de l'amour. Et quand Mathieu leva le poing, je compris trop tard qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'écouter. Content invoque le coup vint de nulle part, un éclair de mouvement, une explosion de douleur,
puis le sol froid qui montait à ma rencontre. Ma tête heurta le coin de la commode en chêne, et une vague d'obscurité m'engloutit. Mais même alors que je sombrais dans l'inconscience, j'entendis le rire cruel de sa mère résonner à mes oreilles. Quand je revins à moi, ma vision était floue, et ma bouche avait un goût de sang. Mon visage pulsait à l'endroit où son poing avait atterri, et je luttais pour m'asseoir. À travers le brouillard, je vis Mathieu faire les 100 pas, marmonnant pour lui-même, les mains serrées en poing. Sa mère se tenait près de la porte, un sourire triomphant aux lèvres, comme si elle avait orchestré ce moment depuis toujours. « Tu vois ce que tu m'as forcé à faire » siffla Mathieu, sa voix méconnaissable. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement obéir ?» Je touchai ma joue endolorie, sentant le gonflement qui commençait déjà. Les rayons du soleil couchant filtraient à travers les rideaux de dentelle, projetant des ombres allongées sur le plancher de la chambre. J'entendais au loin le clocher de l'église Saint-Vincent sonner 6 heures, le son familier me rappelant brutalement que dehors, la vie continuait normalement, tandis qu'ici, mon monde venait de s'effondrer. « Je t'ai prévenu qu'elle était têtue, » dit Madame Moreau, s'approchant pour ramasser la robe que j'avais rejetée. Elle la caressa comme on caresserait un animal de compagnie. Ces filles sans éducation, elles ne comprennent que la manière forte. Je remarquai alors l'expression sur le visage de Mathieu, non pas du remords, mais de la justification, comme s'il avait simplement fait ce qui était nécessaire. La peur me submergea. Comment avais-je pu être si aveugle? Je pensais connaître cet homme. Je l'avais aimé, avait partagé ses rêves, ses projets d'avenir. Nous avions prévu d'ouvrir ensemble une petite librairie café près du port après notre mariage. Je lui avais confié mes secrets, mes espoirs. Et maintenant, dans cette chambre aux murs épais qui avait vu défiler des générations de Moreau, je comprenais que je n'avais jamais vraiment connu Mathieu. Alors que la douleur pulsait dans mon corps, quelque chose en moi se brisa. J'avais trop toléré, trop sacrifié, tout au nom de l'amour. Les paroles de ma grand-mère me revinrent soudain, des avertissements murmurés au coin du feu alors que j'étais enfant. « Céline, souviens-toi toujours qui tu es. Ne laisse personne éteindre ta lumière. » Ma grand-mère, Marie-Louise, n'était pas comme les autres dans notre village. Les gens venaient la voir pour des remèdes, des conseils, parfois même pour des problèmes qu'ils n'osaient confier à personne d'autre. Elle connaissait les plantes, les cycles de la lune, les anciens rituels que la modernité avait presque effacés. Et elle m'avait enseigné, à moi seule, certains de ces savoirs, me faisant promettre de ne jamais les utiliser à la légère. Notre lignée est ancienne, Céline, me disait-elle souvent. Plus ancienne que ces châteaux, plus profonde que ces forêts. Nous portons en nous un pouvoir que d'autres ont craint et tenté de détruire. J'avais souvent ri de ces histoires, les prenant pour des contes de vieilles femmes. Mais maintenant, allongé sur le sol de cette maison hostile, je sentis un étrange calme m'envahir, une clarté froide. Le souvenir des gestes que ma grand-mère m'avait montrés, des mots qu'elle m'avait appris, remonta à la surface de ma conscience. Je me redressai lentement, essuyant le sang et la poussière de ma robe. Quand ils me virent debout, les yeux brillants, ils se figèrent. C'est alors que je les avertis, ma voix basse et stable, « Vous allez le regretter. » Mathieu eut un rire nerveux. « Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Qui te croira? La fille sans famille contre l'honorable famille Moreau. » Il fit un pas vers moi, menaçant. « Personne ne te croira jamais. » Il avait raison, bien sûr. Dans cette petite ville où les Moreau vivaient depuis des générations, où ils siégeaient au conseil municipal, où leur nom ornait plusieurs plaques commémoratives, qui prendrait mon parti? La simple fleuriste contre l'une des familles les plus respectées de la région? Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'avais pas besoin que l'on me croie. Je n'avais pas besoin de leur justice, de leurs institutions. Car en moi coulait un pouvoir bien plus ancien, bien plus puissant. Je sentis une chaleur monter en moi, une force que j'avais toujours réprimée, craignant ce qu'elle pourrait faire si je la libérais. Ma grand-mère m'avait averti, notre don pouvait protéger, mais aussi détruire. Ne laisse jamais la colère te guider, Céline, m'avait-elle dit. Le pouvoir que nous portons répond à nos émotions. Garde toujours le contrôle. Mais alors que je sentais ma joue gonfler, que je goûtais mon propre sang, que je voyais le mépris dans leurs yeux, je ne voulais plus garder le contrôle. Je voulais qu'ils ressentent ce que c'était que d'être impuissant, piégé, humilié.
Le vent se leva soudain, faisant claquer les volets avec violence. Les flammes des bougies sur la commode vacillèrent, puis s'allongèrent anormalement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Un grondement sourd sembla monter des fondations même de la maison. Madame Moreau agrippa nerveusement son collier de perles. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Un orage ?» Je me contentai de sourire, sentant le pouvoir couler dans mes veines comme un feu liquide. Non, ce n'était pas un orage. C'était moi. C'était la force que ma grand-mère m'avait transmise, le don que nos ancêtres avaient protégé pendant des siècles. Mathieu, murmura sa mère, soudain mal à l'aise. Quelque chose ne va pas. Mais Mathieu, aveuglé par sa rage et son sentiment de supériorité, ne voyait pas le danger. Il s'avança vers moi, le poing à nouveau levé. Tu vas te taire maintenant, et tu vas faire exactement ce que je... Il n'eut jamais l'occasion de finir sa phrase. Car à cet instant précis, je laissai libre cours au pouvoir qui bouillonnait en moi, et le monde autour de nous commença à changer. Content m'invoque, ni Mathieu ni sa mère ne savaient qui j'étais vraiment, ce que j'avais gardé enfoui au plus profond de moi pendant des années. Je n'étais pas simplement une fleuriste discrète d'une petite ville bretonne. Je descendais d'une longue lignée de femmes dotées d'un pouvoir qu'ils craignaient, un don transmis en murmure à travers les générations. J'avais juré de ne jamais l'utiliser, de ne jamais laisser la rage prendre le dessus. Mais maintenant, leur cruauté avait déverrouillé une porte que je ne pouvais plus maintenir fermée. Debout au milieu de la pièce, je sentis ma respiration ralentir, mes battements de cœur s'apaiser malgré la douleur qui irradiait de ma joue. Je levai une main, et l'air scintilla autour de mes doigts. Mathieu recula en trébuchant, le visage pâle. « Qu'est-ce que tu fais » bégaya-t-il, sa voix se brisant. Le sourire narquois de sa mère s'évanouit, remplacé par une terreur écarquillée. Elle agrippa son collier, reculant comme si elle sentait le changement dans la pièce. Je me souvins des anciens mots que ma grand-mère m'avait enseignés, des mots que j'avais juré de ne jamais prononcer. Mais ils s'échappèrent de mes lèvres maintenant, doux et assurés, remplissant la pièce d'une pulsation de pouvoir. Par le sang de mes ancêtres, par la terre qui nous porte, par le vent qui nous écoute, entendez mon appel. Les murs tremblèrent, les lumières vacillèrent, et le sol sous nos pieds gémit comme s'il s'éveillait d'un long sommeil. Je les regardai tous deux dans les yeux et vis la vérité s'installer, ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient offensé. « Qu'est-ce qui se passe » cria Mathieu, son courage s'évaporant rapidement. « Arrête ça !» Mais je n'étais plus la femme docile qu'il pensait avoir dominée. Dans notre village de Plouguerneau, ma grand-mère était connue comme une guérisseuse, une femme sage, mais peu savait qu'elle était bien plus. Elle appartenait à une lignée de femmes qui remontait au temps où la Bretagne était encore appelée armorique, des femmes qui comprenaient le langage de la terre et des éléments. « Et tu ne sais rien de moi, dis-je calmement. Tu pensais que j'étais faible parce que j'étais gentille. Tu as confondu la douceur avec la soumission. » Une rafale de vent inexplicable balaya la pièce, faisant voler les pages d'un livre posé sur la table de chevet. Un vase se renversa, répandant des fleurs et de l'eau sur le tapis ancien. Les rideaux s'agitèrent violemment comme animés d'une vie propre. Madame Moreau poussa un cri aigu, se pressant contre le mur. « Mathieu ! Fais-la arrêter. C'est de la sorcellerie. » Ce mot « sorcellerie » évoquait des siècles de peur, de persécution. Combien de mes ancêtres avaient été chassés, calomniés, parfois même tués à cause de ce même mot. Mais je n'étais pas une sorcière au sens où ils l'entendaient. J'étais une gardienne, une protectrice d'un savoir ancien que le monde moderne avait presque oublié. Ce n'est pas de la sorcellerie, dis-je, sentant le pouvoir pulser dans mes veines. C'est mon héritage. Quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre, Mathieu, parce que tu ne vois les autres que comme des extensions de toi-même. Je pensais à tous les moments où il avait subtilement diminué mes rêves, détourné mes amitiés, critiqué mes choix. Comment il avait lentement érodé ma confiance en moi jusqu'à ce que je commence à douter de mon propre jugement. Il avait presque réussi à me faire oublier qui j'étais vraiment. La maison des Moreau avait toujours semblé imposante, intimidante avec ses pierres grises et ses fenêtres étroites qui regardaient la mer avec dédain. Maintenant, je sentais cette maison répondre à ma colère, les vieilles poutres gémissaient, les fondations tremblaient légèrement. Il y avait un pouvoir dans les lieux anciens, un écho des vies qui s'y étaient écoulées, des émotions qui s'y étaient imprimées. Et grand-mère m'avait prévenu, murmurai-je, plus pour moi-même que pour eux.
Là, elle m'avait dit de faire attention à qui je donnais mon cœur. Ma grand-mère, Marie-Louise Kervella, était née dans une petite maison de pierre à toit de chaume près des alignements de Carnac. Elle connaissait les histoires que les touristes n'entendaient jamais, les véritables significations de ces pierres dressées qui jalonnaient le paysage breton. Elle m'avait emmené là-bas un soir de solstice, m'avait fait poser mes mains sur les mégalithes froids et m'avait appris à sentir l'énergie qui y pulsait encore. « Et tu es l'héritière d'un don précieux, Céline, m'avait-elle dit. Avec ce don vient une responsabilité. Je n'avais jamais vraiment compris, jusqu'à maintenant, l'ampleur de ce dont elle parlait. Le pouvoir qui coulait en moi semblait venir de la terre elle-même, une force ancienne et sauvage qui répondait à ma douleur et à ma colère. « Et tu es folle » cracha Mathieu, tentant de retrouver un semblant de contrôle. Complètement dérangé. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi, avec ta grand-mère et ses herbes. Ces mots auraient dû me blesser, mais ils glissèrent sur moi comme de l'eau. Je n'avais plus besoin de son approbation, de sa validation. La force qui montait en moi était bien plus ancienne et plus profonde que son mépris. « Et tu ne comprends pas ce qui se passe ici, n'est-ce pas ?» demandai-je doucement. « Tu crois encore que tu as le contrôle ?» Je levai ma main, et une brise inexplicable souleva mes cheveux. Les ombres dans la pièce semblèrent s'allonger, danser sur les murs. Il n'y avait rien de théâtral dans mes gestes, pas de formules complexes ni de rituels élaborés. Juste la simple reconnaissance de ce qui avait toujours été là, attendant que je l'accepte enfin. « Vous m'avez traité comme si je n'étais rien, dis-je, regardant tour à tour Mathieu et sa mère. Comme si je devais être reconnaissante que vous daigniez m'accepter dans votre précieuse famille. Vous n'avez jamais su qui j'étais vraiment. » La peur sur leur visage aurait pu être satisfaisante, mais étrangement, je ne ressentais aucun plaisir à les voir trembler. Seulement une profonde tristesse pour tout ce qui aurait pu être, pour l'amour que j'avais cru réel. Un grondement surmonta des profondeurs de la maison, comme si les fondations elles-mêmes répondaient à mon appel. Un cadre photo tomba d'une étagère, se brisant sur le sol. C'était une photo de Mathieu et moi, souriant, insouciant, prise lors d'une excursion au rempart de Saint-Malo. Une image d'un bonheur qui n'avait jamais été réel. « Je pourrais vous faire beaucoup de mal, dis-je, ma voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Je pourrais faire en sorte que vous vous souveniez de moi chaque jour du reste de votre vie. » Les yeux de Madame Moreau s'écarquillèrent davantage, son visage habituellement composé déformé par la terreur. « Et tu es un monstre, chuchota-t-elle. Je secouai la tête lentement. « Un non, Madame Moreau. Le monstre, c'est celui qui frappe une femme parce qu'elle refuse de se plier à sa volonté. Le monstre, c'est celle qui rit en voyant son fils devenir violent. » La maison entière semblait maintenant vivante, vibrante d'une énergie que je ne contrôlais qu'à peine. Les fenêtres tremblaient dans leur cadre, des objets tombaient des étagères. J'entendais le rugissement du vent autour de la maison, comme si une tempête s'était soudainement levée de la mer toute proche. Comptant m'invoque, la maison elle-même commença à trembler, les fenêtres s'entrechoquant violemment. Madame Moreau hurla, s'agrippant à la cheminée tandis que des cadres photos s'écrasaient au sol. Mathieu tomba à genoux, les mains sur la tête, me suppliant d'arrêter. Mais je ne les touchais même pas. C'était la maison qui me répondait, les esprits dans ses murs, les forces anciennes liées au sang et à la mémoire, éveillées par ma fureur. Je traversai lentement la pièce, chaque pas délibéré, observant leur arrogance se transformer en panique. « Vous auriez dû me traiter avec amour, dis-je doucement. Vous auriez dû honorer la femme que vous avez demandé de se tenir à vos côtés. » Ma voix n'était plus la mienne, elle était superposée, comme si des générations de mes ancêtres parlaient à travers moi. Un grondement surmonta du sol, faisant vibrer les vieilles pierres. Cette demeure, avec ses murs épais et ses plafonds à poutres apparentes, avait connu des générations de Moreau. Elle avait été témoin de leur triomphe, de leurs secrets, peut-être même de leur cruauté passée. Et maintenant, elle semblait se retourner contre eux. « Et Céline, je t'en prie, supplia Mathieu, sa voix tremblante, méconnaissable. Et c'était une erreur, je ne voulais pas te frapper. C'est juste que, la robe est si importante pour ma famille. » Ses excuses sonnaient creux, pathétiques. Combien de fois avais-je entendu des versions de cette même phrase au cours des mois passés? Je ne voulais pas dire ça. Tu m'as poussé à bout. Si seulement tu m'écoutais.
La lumière du lustre au-dessus de nous vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. Des objets commencèrent à vibrer sur les étagères, de petites figurines en porcelaine, des livres reliés en cuir, des souvenirs de famille. Une photo encadrée de l'arrière-grand-père de Mathieu, un homme austère en uniforme militaire, tomba et se brisa. « Regarde ce que tu fais » cria Madame Moreau, son visage déformé par la peur et la colère. « Tu détruis notre héritage. » Je ris doucement. « Votre héritage ? Qu'en est-il du mien ? De la lignée de femmes fortes qui m'ont précédé, qui ont survécu malgré des hommes comme votre fils ? Je pensais à ma grand-mère, à ses mains rugueuses mais douces, à sa voix chantante lorsqu'elle me racontait les histoires des femmes de notre famille. Des guérisseuses, des sages-femmes, des femmes qui connaissaient les secrets des plantes et des saisons. Des femmes qui avaient été persécutées, chassées, mais jamais brisées. Vous pensez que vos noms sur des plaques et vos archives familiales font de vous des êtres supérieurs, continuai-je, sentant la puissance couler dans mes veines. Mais ma famille porte un héritage bien plus ancien que le vôtre. Nous étions ici quand vos ancêtres n'étaient que des marchands venus d'ailleurs. Soudain, le lustre au-dessus de nous grinça de façon inquiétante, et avec un fracas, il tomba au sol entre nous, envoyant des éclats de verre voler dans toutes les directions. Madame Moreau poussa un cri strident, tirant son fils en arrière, son visage pâle et mouillé de larmes. Je restai debout, intouché, sentant la tempête d'énergie autour de moi. J'étais devenu quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler et il le savait. « Mon Dieu » murmura Madame Moreau, se signant rapidement. « Elle est possédée. »« Non, madame » répondis-je calmement. « Je suis simplement réveillé. » Je sentais le pouvoir autour de moi, dans l'air qui crépitait d'électricité statique, dans le plancher qui vibrait sous mes pieds. Les vieilles croyances bretonnes parlaient des korrigans, des fées et des esprits qui habitaient les pierres et les arbres. Ma grand-mère m'avait appris que ces histoires contenaient une part de vérité non pas sur des créatures mythiques, mais sur la force qui résidait dans la nature elle-même, une force à laquelle certaines personnes pouvaient se connecter. La tempête dehors s'intensifia, le vent hurlant autour de la maison comme un animal sauvage. La pluie commença à frapper violemment contre les vitres, comme si elle cherchait à entrer. Un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement la pièce d'une lueur bleuâtre. « Elle va nous tuer » gémit Madame Moreau, s'accrochant à son fils. « Mathieu, fais quelque chose. » Mais Mathieu semblait paralysé, fixant le désastre autour de nous avec des yeux écarquillés d'incompréhension. L'homme qui m'avait frappé avec tant d'assurance quelques minutes plus tôt était maintenant réduit à une créature tremblante, incapable de comprendre ce qui se passait. « Je ne vais pas vous tuer, dis-je, ma voix étrangement calme au milieu du chaos. Je ne suis pas comme vous. Je ne prends pas plaisir à faire souffrir les autres. » Un autre éclair illumina la pièce, suivi presque immédiatement par un coup de tonnerre assourdissant. Une vitre se fissura du haut en bas, comme parcourue par une ligne invisible. Une des poutres du plafond gémit de façon inquiétante. « Cette maison a vu trop de souffrances » murmurai-je, sentant soudain les échos d'autres douleurs, d'autres chagrins imprégnés dans ces murs. Combien d'autres femmes avaient été brisées ici, réduite au silence, forcée à se conformer. Elle en a assez. Comme pour confirmer mes paroles, une fissure apparut dans le mur du fond, serpentant lentement du sol au plafond. Des morceaux de plâtre se détachèrent, tombant en poussière sur le tapis ancien. Madame Moreau laissa échapper un cri étranglé. « La maison ! Elle va s'effondrer !» Je sentis une vague de pitié inattendue. Cette femme, malgré sa cruauté, était prisonnière de ses propres préjugés, de ses propres peurs. Et Mathieu, l'homme que j'avais aimé, n'était peut-être que le produit de générations de privilèges et d'attentes toxiques. Mais la pitié ne signifiait pas que je devais accepter leur comportement, ni rester dans cette maison qui m'étouffait depuis le premier jour. « Elle ne s'effondrera pas, dis-je, reprenant progressivement le contrôle de mon pouvoir. Pas aujourd'hui, du moins. » Le vent commença à diminuer légèrement, et les tremblements du sol s'apaisèrent. Mais l'électricité dans l'air demeurait, comme un orage suspendu, prêt à se déchaîner à nouveau au moindre signe. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda finalement Mathieu, sa voix à peine plus qu'un murmure. « De l'argent ? La maison au bord de la mer à Dinard ?» Son incompréhension totale me fit presque rire. Même maintenant,
face à quelque chose qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler, il pensait en termes de possession matérielle, de transaction. « Je ne veux rien de toi, Mathieu, répondis-je. Ni de ta famille, ni de ton nom, ni de ton argent. Je savais maintenant ce que je voulais vraiment, ce dont j'avais besoin. Et ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait me donner, comptant m'invoque alors que le chaos tourbillonnait autour de nous, je réalisais que la vengeance n'était pas ce que je voulais. Je pouvais les détruire, oui, mais cela me rendrait-il libre? Mon cœur battait la chamade, déchiré entre la colère et la lucidité. Je voyais Mathieu, recroquevillé, l'homme qui m'avait autrefois promis l'éternité. Je voyais sa mère, tremblante, cette femme qui m'avait méprisé dès le premier jour. Et je me voyais moi-même, reflétée dans les éclats de verre sur le sol, forte, vivante, et enfin éveillée. Je pris une profonde inspiration et reculai d'un pas, laissant le pouvoir en moi s'apaiser. La maison devint plus calme, les tremblements s'estompèrent. « C'est terminé, dis-je calmement. Vous n'avez plus aucune emprise sur moi. » Mathieu leva les yeux, le visage strié de larmes et de sueur, mais j'attendis pas sa réponse. Je me tournai et marchai vers la porte, chaque pas me semblant plus léger, plus libre, comme si je me délestais d'années de chaîne. Dans le couloir, les dégâts étaient visibles, des tableaux de travers, un vase brisé, des fissures dans le plâtre des murs. La tempête qui s'était déchaînée à l'extérieur commençait à s'apaiser, les rafales de vent diminuant progressivement. Je descendis l'escalier en chêne massif qui avait tant impressionné lors de ma première visite dans cette maison. À l'époque, j'avais été intimidée par la grandeur des lieux, par les portraits sévères des ancêtres moraux qui semblaient me juger de leur cadre doré. Maintenant, il me paraissait simplement triste, figé dans une vision du monde qui s'érodait lentement. Dans le hall d'entrée, je m'arrêtai un instant. Sur une petite table se trouvait mon sac à main, et à côté, presque comme un symbole, la bague de fiançailles que Mathieu m'avait offerte, un diamant imposant serti sur un anneau en or blanc. Je l'avais retiré plus tôt, avant d'essayer la robe de sa mère. Je la regardais briller sous la lumière tamisée, cette pierre qui devait symboliser notre amour mais qui n'était en réalité qu'une autre chaîne, un autre moyen de me lier à une vie qui n'était pas la mienne. Je laissai la bague où elle était, pris mon sac et ouvris la lourde porte d'entrée. Dehors, l'air était frais et pur, les dernières gouttes de pluie tombant doucement des arbres. Le soleil commençait à percer à travers les nuages d'orage qui s'éloignaient. Je respirais profondément, savourant l'odeur de la terre mouillée, du sel marin porté par la brise. Le petit jardin qui entourait la maison des Moreau semblait plus vibrant, les couleurs des hortensias et des roses trémièrent plus vives après la pluie. Je descendis l'allée de gravier, passai le portail en fer forgé orné des initiales de la famille, et me retrouvai sur la petite route pavée qui menait au village. Mes pas résonnaient sur les pierres humides, rythmant ma marche vers la liberté. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne me faisait pas peur. Le village de Saint-Briac-sur-Mer s'éveillait après l'orage. Quelques habitants balayaient l'eau devant leurs portes, des enfants sautaient dans les flaques, des volets s'ouvraient pour laisser entrer la lumière revenue. La vie continuait, simple et résiliente. Je passais devant la boulangerie où l'odeur du pain frais embaumait l'air, devant le café où les habitués reprenaient leur place sur la terrasse, essuyant les chaises mouillées avec des gestes familiers. Personne ne semblait remarquer que je venais de quitter ma vie entière derrière moi. Pour eux, j'étais simplement Céline, la fiancée du professeur Moreau, faisant une promenade matinale. Ils ne pouvaient pas voir le tourbillon d'émotions qui m'habitait, ni sentir le pouvoir qui pulsait encore faiblement sous ma peau. Je marchais sans but précis, laissant mes pas me guider. Je passais devant l'école où Mathieu enseignait, un bâtiment de pierre surmonté d'une horloge et du drapeau tricolore. Combien de fois étais-je venu l'attendre ici, à la fin de sa journée de cours? Combien de fois avions-nous marché main dans la main le long de ces rues, discutant de notre avenir, de nos rêves? Ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie, à une autre femme. Je continuai jusqu'à la place de l'église, avec son monument aux morts et ses bancs de pierre où les anciens du village venaient s'asseoir les jours de marché. La petite église romane, avec son clocher trapu et ses vitraux colorés, avait été témoin de siècles d'histoire humaine, des mariages, des baptêmes, des funérailles. Elle avait vu passer des générations, survivant aux guerres et aux tempêtes. Elle me survivrait, à moi aussi, et à ma petite histoire. Cette pensée, étrangement, me réconforta.
Mon drame personnel n'était qu'un fil dans le grand tissu de la vie. Ce qui me semblait insurmontable aujourd'hui ne serait qu'un souvenir demain, puis un récit lointain, et enfin peut-être une leçon à transmettre. Je m'assis sur un banc, écoutant le chant des oiseaux qui reprenait après l'orage. Que ferais-je maintenant? Où irais-je? Ma boutique de fleurs au centre du village était le fruit de 3 années de travail acharné. L'abandonner me brisait le cœur, mais y rester signifiait affronter Mathieu et sa famille quotidiennement, dans ce petit village où tout le monde se connaissait, où les rumeurs couraient plus vite que le vent. Je pensais à ma grand-mère, à sa petite maison près de Dinan, à son jardin d'herbes aromatiques et de plantes médicinales. Elle était partie il y a 2 ans, me laissant seule au monde, mais aussi libre de tracer mon propre chemin. Elle m'avait laissé son cottage, ses livres, ses connaissances. J'avais choisi de m'installer ici, attirée par la beauté de la côte, par l'opportunité de reprendre une boutique de fleurs à vendre, et plus tard, par Mathieu et sa passion apparente pour l'histoire locale, pour les légendes et les traditions que ma grand-mère m'avait enseignées. Ironie du sort, c'était précisément cet héritage, ces connaissances qu'il avait d'abord admirées chez moi, qui m'avaient finalement sauvée de lui. Mon téléphone vibra dans mon sac. Je le sortis et vis plusieurs appels manqués et messages de Mathieu. Je l'éteignis sans les lire. Quoi qu'il ait à dire, je n'étais pas prête à l'entendre. Peut-être ne le serais-je jamais. Je me levai et repris ma marche, cette fois avec une destination en tête. La petite gare de Saint-Briac n'offrait que quelques trains par jour, mais l'un d'eux partait pour Rennes dans 1 heure. De là, je pourrais prendre une correspondance vers presque n'importe où. En chemin, je m'arrêtai à un distributeur automatique et retirai autant d'argent que possible de notre compte commun. Ce n'était pas beaucoup, nous n'étions pas riches malgré le statut des Moreau dans la région, mais ce serait suffisant pour quelques jours, le temps de décider de mon prochain mouvement. La gare était presque déserte à 7 heures. Un vieil homme lisait son journal sur un banc, 2 adolescents écoutaient de la musique, les yeux rivés sur leur téléphone. Je m'approchai du guichet et achetai un billet pour Rennes. La femme derrière la vitre me regarda avec curiosité, elle me connaissait probablement de vue, peut-être même savait-elle que j'étais censée me marier dans 2 semaines avec le fils Moreau. Mais elle ne posa pas de questions, se contentant de me tendre mon billet avec un sourire poli. Je m'assis sur un banc en attendant le train, regardant les rails qui s'étiraient vers l'horizon. Ces mêmes rails qui m'avaient amené ici il y a 3 ans, pleine d'espoir et de projets, me ramèneraient vers un avenir incertain mais libre. Mon reflet dans la vitre me surprit, mon visage était tuméfié là où Mathieu m'avait frappé, mes cheveux en désordre, mes yeux rougis. Mais il y avait autre chose, une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Une détermination, une force tranquille. Je reconnus dans mon regard celui de ma grand-mère, cette femme qui avait survécu à tant d'épreuves sans jamais perdre sa dignité ni sa bonté. Quand le train arriva en gare dans un sifflement de frein, je me levai, prête à monter à bord, à laisser derrière moi cette vie qui n'était pas la mienne. Mais au moment de faire ce pas, une pensée me frappa, ce n'était pas moi qui devais partir. C'était eux qui avaient tort, pas moi. Je restai immobile sur le quai, laissant le train partir sans moi. Une décision se formait dans mon esprit, claire et nette comme le ciel après l'orage. Je ne fuirai pas. Je ne me cacherai pas. Je reprendrai ma vie, à mes conditions. Comptant m'invoque. Quelques jours plus tard, je me retrouvai dans un petit village côtier de Bretagne, à Cancale, loin de la vie que j'avais laissée derrière moi. Je n'avais pas pris ce train pour Rennes, finalement. J'avais fait demi-tour, étais retourné à ma boutique de fleurs, avais pris les clés cachées sous un pot d'hortensia, et j'étais entré une dernière fois. Là, j'avais rassemblé quelques affaires personnelles, des photos de ma grand-mère, des livres qu'elle m'avait légués, et une petite boîte en bois contenant ses notes sur les plantes et leurs propriétés. J'avais également pris l'argent que je gardais dans une boîte à thé, mes économies personnelles que je n'avais jamais mêlées aux finances de Mathieu. Puis j'avais laissé un mot simple à Lucie, mon assistante, je dois partir. La boutique est à toi si tu la veux. Sinon, vends-la et garde l'argent. Tu as toujours été une amie fidèle. Céline. Après cela, j'avais marché jusqu'à la station-service à la sortie du village, où j'avais pris un car pour Saint-Malo. De là, j'avais continué vers Cancale, attiré par ses falaises escarpées et son atmosphère de bout du monde. J'avais loué une petite chambre dans une maison de pêcheurs reconvertie en pension, avec une vue sur la mer.
La propriétaire, Madame Le Goff, une veuve aux cheveux blancs et au visage buriné par le vent marin, n'avait pas posé de questions quand elle avait vu mon visage tuméfié. Elle s'était contentée de me montrer ma chambre, de m'indiquer où trouver des serviettes propres, et de m'inviter à descendre pour le dîner si je le souhaitais. Les premiers jours, je les passais dans une sorte de brouillard, comme si mon esprit avait besoin de temps pour assimiler tout ce qui s'était passé. Je dormais beaucoup, me réveillant parfois désorientée, cherchant Mathieu à mes côtés avant de me rappeler. Je faisais de longues promenades le long des falaises, regardant les vagues se briser contre les rochers en contrebas, sentant le vent salé fouetter mon visage. Chaque matin, je sentais les blessures sur mon visage guérir, tant les visibles que les cicatrices enfouies plus profondément à l'intérieur. J'avais commencé à écrire, déversant mon histoire sur le papier, déterminée à me souvenir et à honorer la femme que j'étais devenue. La petite chambre sous les combles était devenue mon refuge. Simple mais confortable, avec ses poutres apparentes et son papier peint à motifs marins un peu passés, elle me rappelait la maison de ma grand-mère. Le soir, assise sur le rebord de la fenêtre, je regardais le soleil se coucher sur la baie du Mont-Saint-Michel, transformant l'eau en un miroir doré. Dans ces moments, je sentais une paix m'envahir lentement, comme la marée montante qui recouvre progressivement les rochers. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine commune de la pension, Madame Le Goff s'assit en face de moi avec sa tasse de café noir. « Tu as l'air mieux » dit-elle simplement, son regard direct mais bienveillant. Je touchai machinalement ma joue, où l'ecchymose était passée du violet foncé à un jaune pâle. « Oui, ça guérit. » Elle hocha la tête, sirotant son café. « Ce n'est pas que de l'extérieur que je parle. » Je levai les yeux, surprise par sa perspicacité. Elle sourit, les rides au coin de ses yeux se creusant davantage. « J'ai vécu assez longtemps pour reconnaître une femme qui a repris son pouvoir, continua-t-elle. Les premiers jours, tu marchais comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules. Maintenant, tu marches comme quelqu'un qui a posé ce fardeau. » Je sentis les larmes me monter aux yeux, touchée par cette observation simple mais profonde. « Comment avez-vous su ?» Elle haussa les épaules. « Mon mari n'était pas un homme gentil. » « Pas toujours. J'ai porté ce même regard que toi, il y a longtemps. » Nous restâmes silencieux un moment, liés par cette compréhension tacite qui existe entre les femmes qui ont traversé des épreuves similaires. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-elle finalement. C'était une question que je me posais chaque jour. Que pouvais-je faire? Où irais-je? Ma formation de fleuriste me permettrait de trouver du travail presque n'importe où, mais je n'étais pas sûre de vouloir reprendre le même chemin, je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement. Il y a une herboristerie à vendre dans le village, dit Madame Le Goff, comme si elle énonçait simplement un fait. Le vieux Leroy prend sa retraite et cherche quelqu'un pour reprendre. Quelqu'un qui connaît les plantes, pas juste pour les vendre, mais pour ce qu'elles sont vraiment. Je la regardais avec surprise. Comment avait-elle deviné mon intérêt pour les plantes médicinales, pour le savoir que ma grand-mère m'avait transmis? J'ai vu tes livres, expliqua-t-elle, lisant la question dans mes yeux. Et je t'ai observé cueillir des herbes pendant tes promenades. Tu as des mains qui savent. Cette simple phrase me toucha profondément. Des mains qui savent. C'est exactement ce que ma grand-mère disait. Que certaines personnes avaient des mains qui savaient comment toucher la terre, comment reconnaître les plantes, comment préparer les remèdes. Les jours suivants, je commençai à rencontrer d'autres habitants du village. Il y avait Antoine, le pêcheur qui vendait ses prises du jour sur le port, sapotané par des décennies de soleil et de vent. Marguerite, la boulangère dont les pains aux algues étaient réputés dans toute la région. Thomas, l'instituteur qui organisait des sorties en mer pour ses élèves, leur apprenant à respecter cet environnement fragile. Petit à petit, je construisis une nouvelle routine, où chaque choix m'appartenait, où chaque décision ne dépendait que de moi. Je réalisais que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour définir ma valeur. Je l'avais déjà prouvé à moi-même, de la manière la plus difficile possible. Je finis par visiter l'herboristerie du Vieux Leroy, une petite boutique nichée dans une ruelle pavée, avec une devanture en bois peint et des pots d'herbes séchées alignés sur des étagères poussiéreuses. L'odeur qui y régnait, un mélange de camomille, de lavande, de thym et d'autres herbes que je reconnus immédiatement, me rappela instantanément la maison de ma grand-mère. Le roi lui-même était un homme voûté aux mains noueuses et au regard vif.
Il me jaugea d'un coup d'œil quand j'entrai dans sa boutique, puis hocha la tête comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Madame Le Goff m'a parlé de toi, dit-il sans préambule. Elle dit que tu connais les plantes. Je souris, touché par la façon directe dont les gens communiquaient ici. Ma grand-mère m'a enseigné, répondis-je simplement. Il me fit visiter sa boutique, me montrant ses préparations, ses mélanges pour différents maux, ses teintures et ses huiles. Je reconnus la plupart des remèdes, similaires à ceux que ma grand-mère préparait. Mais j'en découvris aussi de nouveaux, spécifiques à cette région côtière, des algues aux propriétés curatives, des plantes qui poussaient dans les embruns salés. J'ai 78 ans, me dit le roi tandis que nous partagions une tisane dans l'arrière-boutique. Mes enfants sont partis à la ville, ils ne reviendront pas. Je cherche quelqu'un qui comprend ce que je fais ici. Pas juste vendre des herbes, mais aider les gens. Je hochai la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas seulement un commerce, c'était une vocation, un service. Réfléchis Y, dit-il en me raccompagnant à la porte. La boutique n'est pas chère. Elle ne rapporte pas beaucoup, mais elle nourrit son homme. Ou sa femme, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Cette nuit-là, je m'assis sur le rebord de ma fenêtre, regardant les étoiles au-dessus de la mer. Je pensais à tout ce qui s'était passé, à la trajectoire étrange que ma vie avait prise. Si Mathieu ne m'avait pas frappé, si je n'avais pas découvert cette force en moi, je serais peut-être en train de préparer mon mariage, de m'engager dans une vie de soumission silencieuse. Le destin, ou peut-être simplement le courage que j'avais trouvé en moi, m'avait mené ici, à ce village au bord de la mer, à cette possibilité d'une vie nouvelle. Une vie où je pourrais utiliser les connaissances que ma grand-mère m'avait transmises, où je pourrais être utile, où je pourrais être moi-même sans crainte ni honte. Je repensais à cette journée où tout avait basculé, à cette robe de mariée jaunie que je ne pouvais pas porter. Quelle étrange ironie que ce refus, qui avait déclenché tant de violence, mais finalement conduite vers la liberté. Le lendemain matin, je retournai à la boutique de Leroy et lui dis que j'étais intéressée. Nous commençâmes à discuter des détails pratiques, le prix, les stocks, la clientèle. Mais au fond, la décision était déjà prise. Je sentais que c'était juste, que c'était le chemin que je devais suivre. Quelques semaines plus tard, je reçus une lettre de Lucie. Elle avait décidé de garder la boutique de fleurs et me demandait si elle pouvait m'envoyer mes affaires restantes. Dans sa lettre, elle mentionnait que Mathieu était venu plusieurs fois, cherchant à savoir où j'étais partie. Elle lui avait dit qu'elle n'en savait rien, ce qui était la vérité à l'époque. Les gens parlent, écrivait-elle. Certains disent que tu as eu peur de t'engager, d'autres que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Seuls quelques-uns, ceux qui connaissaient vraiment Mathieu, se doutent de la vérité. Quoi qu'il en soit, tu me manques, mais je suis heureuse que tu aies trouvé ton chemin. Je lui répondis, lui donnant mon adresse pour qu'elle puisse m'envoyer mes affaires, mais lui demandant de la garder secrète. Je n'étais pas prête à affronter mon passé, pas encore. Peut-être un jour, quand je serai plus forte, plus établie dans ma nouvelle vie. Un soir, alors que je me promenais sur les falaises, je rencontrai un homme qui peignait le coucher de soleil. Il s'appelait Laurent, et il était artiste, venant chaque été à Cancale pour capturer la lumière particulière de ce coin de Bretagne. Nous discutâmes de l'art, de la nature, de la façon dont la mer changeait constamment tout en restant la même. Il me demanda si je posais comme modèle, intrigué par ce qu'il appelait la force tranquille de mon visage. Je ris et déclinai poliment, mais nous continuâmes à parler jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement à l'horizon. Il me proposa de prendre un café au village, et à ma propre surprise, j'acceptai. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, juste une connexion, une possibilité. Mais c'était un début, une ouverture vers un futur que je n'aurais pas pu imaginer quelques mois plus tôt. Alors que nous marchions vers le village, les lumières des maisons s'allumant une à une dans le crépuscule, je songeais au chemin parcouru. De cette femme terrifiée dans la maison des Moreau à cette personne qui marchait maintenant librement, la tête haute, vers une vie choisie et non imposée. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais c'était la mienne libre, puissante et réelle. Je murmurai une promesse silencieuse au vent, je ne laisserai plus jamais personne diminuer ma lumière. Et sur cette pensée, je me tournai vers l'avenir, prête à commencer la vie que j'étais toujours destinée à vivre, comptant invoque.